tout. Bonjour, donc nous revoilà pour ce dernier workshop de la soirée, en tout cas avec Diane Ries, qui va nous parler compétences, comprendre le marché du travail luxembourgeois. Effectivement, je pense que ça c'est très intéressant de savoir un petit peu comment ça se passe. Bonjour Diane. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, merci. Bon, super, donc on clôture le salon avec vous, on est ravis. En tout Moi cas, nous, aussi. on a passé 2 jours fantastiques et on a hâte de découvrir voilà, comment fonctionne le marché du travail au Luxembourg. Je pense que ça intéresse beaucoup, beaucoup de personnes, en tout cas. J'espère, oui. Je vous laisse prendre la parole. Du coup, si à la fin ou pendant le workshop, il y a des questions, je vous les poserai à la fin de votre workshop. Très bien. Merci beaucoup, Merci beaucoup. merci beaucoup Diane. À tout de suite. À tout de suite. Donc bonjour, bienvenue à toutes. J'espère que vous êtes encore en pleine forme à la fin de cette longue journée et que vous avez encore le courage de m'écouter vous parler un petit peu du marché du travail luxembourgeois. Donc je me présente brièvement. Donc je suis Diane Ries, je suis la présidente de Compétences ASBL et je suis dans la vraie vie, comme je dirais. Je suis consultante RH, ex-DRH, formatrice et coach. Et j'ai eu l'occasion d'accompagner beaucoup de personnes en recherche d'emploi au courant de ma carrière, ainsi que beaucoup de recrutements pour divers employeurs. Voilà, donc ce que j'ai partagé avec vous, c'est un petit peu mon expérience, ma compréhension du marché du travail que j'ai acquise au cours des dernières années. Alors pour démarrer, peut-être quelques généralités. Le marché du travail luxembourgeois est très particulier. Nous avons une partie des salariés des personnes qui sont résidentes et une partie des personnes qui sont non résidentes. Quand on parle de non résidentes, donc particulièrement donc les frontaliers. Alors j'essaye de partager avec vous mon écran. On va essayer encore une fois. Parce que pour comprendre le marché du travail luxembourgeois, il faut aussi comprendre ou être conscient de certains chiffres. La première chose, donc, en tant que frontalier luxembourgeois, une discussion qu'on a eue beaucoup ces derniers mois-ci, c'est la problématique du télétravail. Alors, pourquoi est-ce que le télétravail pose un souci? Pour une simple raison, parce que nous sommes couverts par le droit du travail luxembourgeois et l'imposition luxembourgeoise, et d'un autre côté, le droit de la sécurité sociale. Donc, simplement pour rappel, si vous travaillez un certain nombre de jours en tant que frontalier en dehors du Luxembourg, ces jours sont en principe imposables dans votre pays de résidence. De même, si vous travaillez régulièrement plus de 25% de votre temps dans votre pays de résidence, votre sécurité sociale est due dans ce pays, donc dans votre pays de résidence. Donc c'est pourquoi le télétravail, qui s'est maintenant beaucoup développé évidemment avec la Covid, et pendant cette période de Covid, donc on a une exception, donc les fameuses lois de double imposition et la fameuse sécurité sociale des 25% ne s'applique pas pour l'instant. Donc on va voir comment on va faire pour la période après Covid. Pour ceux qui viennent travailler ici au Luxembourg pour la première fois, le type de contrat que vous avez normalement est un contrat à durée indéterminée qui est vraiment le standard, ce qui n'empêche pas un certain nombre de sociétés de vous offrir des CDD ou éventuellement un contrat intérimaire. Mais en général, la plupart des salariés ont quand même un contrat à durée indéterminée. Bon, le marché du travail a beaucoup évolué et il faut d'abord comprendre comment est structurée la population locale au Luxembourg. Quand on regarde les statistiques, au cours des 20 dernières années, la population locale s'est pratiquement accrue de plus de 100 000 personnes. En même temps, l'emploi
a également fortement augmenté. Donc, d'un côté, nous avons une population locale maintenant d'environ 625 000 personnes, qui est composée pour la moitié de luxembourgeois et donc de nationalité luxembourgeoise et pour près de la moitié de résidents étrangers. Donc, parmi les étrangers qui résident au Luxembourg, nous avons le plus grand contingent d'étrangers sont la population portugaise, qui représente presque 100 000 personnes. Ensuite, nous avons des francophones, à savoir français, belges, et toutes les autres nationalités de l'Union européenne. Et nous avons un petit taux aussi d'étrangers qui ne sont non ressortissants de l'Union européenne, qui sont en général des étrangers fortement qualifiés. Nous savons tous que si vous prenez l'autoroute le matin à 8 heures, vous vous rendez compte des bouchons. Et donc, nous savons très bien qu'il y a tous les matins un certain nombre de frontaliers qui rentrent dans le pays. Actuellement, les frontaliers sont un peu plus de 200 000, dont la moitié sont des frontaliers français, un quart de Belges et un quart d'Allemands. Ce qui veut dire que si vous dites je travaille au Luxembourg et j'ai peu de collègues luxembourgeois, eh bien oui, c'est logique, puisque les luxembourgeois représentent seulement un quart de la population active au Luxembourg. Donc évidemment, ça a tout un impact sur le travail, parce que la question du multilinguisme se pose à chaque fois. Donc nous avons au Luxembourg 3 langues officielles, à savoir le luxembourgeois, le français et l'allemand. Ça veut dire que chaque personne peut s'adresser aux administrations luxembourgeoises dans une de ces 3 langues et peut exiger une réponse de l'administration dans une de ces 3 langues. Est-ce que ça veut dire que ces 3 langues sont représentées à part égale sur le marché du travail? Est-ce que vous devez obligatoirement pouvoir parler luxembourgeois, français et allemand pour trouver un emploi au Luxembourg? Eh bien, ça dépend du secteur dans lequel vous voulez travailler, ça dépend du métier que vous voulez exercer. Le français est évidemment, dans le secteur privé, la langue véhiculaire la plus répandue. Si vous cherchez un emploi à Luxembourgville ou dans les alentours, ou dans le sud du pays, le français est vraiment indispensable. Si maintenant vous habitez du côté de la frontière allemande, vous avez beaucoup de PME où l'allemand est également important. Si on regarde par secteur, je ne pense qu'il n'y a pas de secret que l'anglais, qui n'est pas une langue officielle du pays, est quand même une des langues les plus répandues dans le secteur financier. Donc si vous voulez rentrer dans une banque, dans une fiduciaire, dans une assurance, en général, vous avez besoin d'avoir un bon niveau de français et d'anglais. Alors, qu'est-ce qu'on entend par bon niveau? En général, ça veut dire que vous savez communiquer dans cette langue. Donc, finalement, en tant qu'employeur, en tant que recruteur, je ne suis pas vraiment intéressée à savoir si vous avez eu 3 ans d'anglais ou 3 années de cours en anglais ou 10 ou 12. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir est-ce que vous savez répondre au téléphone, est-ce que vous savez rédiger un courrier correctement, de façon autonome, est-ce que vous savez rédiger un rapport, est-ce que vous savez soutenir une conversation à haut niveau, est-ce que vous savez négocier avec des clients dans cette langue. Je vous encourage fortement de consulter le cadre de référence de langue européen pour évaluer votre niveau de langue, pour avoir une idée où vous situez par rapport au marché. Donc, inutile de citer dans un CV, par exemple, une dizaine de langues, ou 4-5,
si vous n'êtes pas capable de vous servir de ces langues dans un entretien. Alors, le marché de l'emploi, pour revenir un petit peu aux chiffres actuels, quelle a été l'évolution ou quel a été l'impact de la crise sanitaire, de la Covid, sur l'emploi au Luxembourg? Donc, les personnes qui sont résidentes au Luxembourg, qui perdent leur emploi, doivent s'enregistrer auprès de l'administration de l'emploi luxembourgeois, alors que les non-résidents doivent s'enregistrer donc auprès des agences de l'emploi dans leurs pays respectifs. Donc actuellement, nous avons 19 800 demandeurs d'emploi résidant ici au Luxembourg et parmi les chiffres publiés par l'ADEME du mois de janvier, 2800 demandeurs d'emploi non résidents. Évidemment, tous les demandeurs d'emploi non résidents ne s'enregistrent pas nécessairement aussi à l'ADEME. Souvent, ils passent directement via donc, leur agence dans leur pays de résidence. Le taux de chômage actuel est de 6,4%, ce qui est, Luxembourg pendant longtemps a connu des chiffres un peu plus bas. Donc ça représente quand même sur les 12 derniers mois une augmentation du nombre de demandeurs d'emploi de 20,5%. Alors ce qui est intéressant dans l'analyse qui a été faite par l'ADEME, c'est que les chiffres ont augmenté non pas parce que ces derniers mois-ci, le nombre de personnes nouvellement inscrites à l'ADEME se sont augmentés, mais plutôt qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont restées inscrites depuis un certain temps et qui ont donc du mal à se replacer. Donc nous avons, si vous voulez, une augmentation du chômage longue durée. Si on fait la comparaison des chiffres entre janvier 2020 et 2021, nous constatons que les postes vacants dans les fichiers de l'ADEME ont baissé de à peu près 14%. Alors, comme nouvelle positive quand même, donc bien qu'on ait une augmentation du nombre de demandeurs d'emploi, l'ADEME ait enregistré une baisse des postes vacants, si on regarde sur les 12 derniers mois, et malgré la crise sanitaire, on a quand même eu une hausse de l'emploi en totalité de plus de 1,%. Ça veut dire qu'on a continué quand même à créer de l'emploi. Évidemment, un certain nombre de secteurs sont plus touchés par la crise sanitaire que d'autres. Je pense que les personnes qui sont dans le secteur de l'ORECA, donc hôtellerie, événementiel, vivent des moments assez difficiles, alors que dans d'autres secteurs, on continue de recruter et on continue d'engager et de chercher des personnes qualifiées. Alors, qu'est-ce que les employeurs recherchent? Quelle est la tendance et quels sont les acteurs principaux sur le marché? Évidemment, ce sont les employeurs qui dirigent le marché de l'emploi, c'est eux qui recherchent. Mais nous avons un marché un petit peu atypique dans ce sens que beaucoup d'employeurs ne recrutent pas nécessairement directement, mais recrutent via des agences de recrutement. Chaque employeur est tenu de déclarer donc tous ses postes vacants à l'administration de l'emploi. Donc ça, c'est les fameux 6000 emplois qui sont actuellement dans les fichiers de l'ADEME. Mais depuis de nombreuses années, et ça ce n'est pas un secret, tous les employeurs ne déclarent pas tous les postes qui sont vacants dans leur entreprise. Nous avons un certain nombre de petites structures, nous avons qui ne savent pas qu'ils doivent déclarer, nous avons des RH fraîchement arrivés sur la place qui ne connaissent pas nécessairement et qui ne savent pas qu'il faut déclarer les postes vacants. Et il y a aussi des employeurs qui ont des besoins massifs et qui déclarent en bloc, et évidemment ça se peut très bien qu'ils n'aient pas déclaré le nombre exact.
Donc l'emploi ou les postes qui existent sur le marché, c'est un petit peu comme l'iceberg. Et ce que vous voyez par exemple dans les annonces, c'est la pointe de l'iceberg. Ça veut dire qu'il y a encore beaucoup de postes qui sont cachés et qui ne sont pas directement visibles sur des sites de recrutement par exemple. Les sites d'Internet sont une bonne source pour une première information. Nous avons un certain nombre de sites, mais citons quand même les trois plus grands. Donc nous avons jobs.lu qui s'adresse vraiment à une population internationale et aussi à des frontaliers. Donc vous avez beaucoup de postes dans des sociétés internationales qui exigent le français et l'anglais et aussi un certain niveau de qualification. Ensuite, nous avons Monster qui également a toute une série de postes plutôt dans des sociétés internationales, mais aussi beaucoup de postes qui sont insérés par les agences de recrutement. Alors, comment travaillent les agences et est-ce que pour vous, si vous êtes à la recherche d'un emploi, est-ce que c'est une source intéressante? Alors, dans les agences, nous avons trois types. Nous avons les agences intérimaires qui sont couvertes par une loi spéciale, donc sur l'intérim. Et leur vocation, c'est vraiment de placer ou de mettre en relation des employeurs et des salariés qui cherchent des emplois à temps fixe, à court terme. Donc normalement, c'est de contrats de maximum 1 an. Ensuite, nous avons les agences de recrutement qui, eux, aident les employeurs à trouver des salariés à durée indéterminée. Alors, les agences intérimaires touchent une commission, un pourcentage par rapport au salaire qui est payé à l'intérimaire qui travaille dans l'entreprise. Et ce qui est intéressant de savoir, c'est que les intérimaires, les salariés intérimaires qui travaillent dans une entreprise luxembourgeoise ont exactement les mêmes droits que les salariés de cette entreprise et qui ont aussi droit au même salaire. Prenons l'exemple, nous avons une banque de la place qui cherche une assistante parce que l'assistante de direction d'un des directeurs part en congé de maternité. Alors, qu'est-ce que la banque va faire? Elle sait qu'elle aura besoin de quelqu'un pour 1 an et donc on va jouer au domino en interne. Donc les secrétaires, une secrétaire va donc remplacer la secrétaire de direction, la secrétaire numéro 3 va remplacer la secrétaire numéro 2, etc. Et on va recruter donc une assistante plus junior pour donc venir renforcer l'équipe. Et cette assistante donc va être payée, rémunérée d'après la convention collective des banques, aura droit donc au prorata du 13e mois, aura droit au prorata des congés auxquels aurait droit donc une salariée en CDI auprès de cette banque. Les agences, donc ça c'est pour les agences intérimaires et des fois donc ça peut être une bonne porte d'ouverture parce que surtout dans les grandes structures, éventuellement si la personne donne vraiment satisfaction et si une personne travaille quand même pendant plusieurs mois, voire 1 an dans la société, on a quand même une bonne possibilité de voir ses compétences. Et donc, il y a possibilité pour l'employeur de recruter cette personne après avec un CDI. En ce qui concerne les agences, en principe, eux travaillent sur base de données. Donc, il y a des candidats qui leur envoient leur candidature spontanée. Ils placent des annonces et en général, ils ont des contrats avec un employeur. Donc, de la perspective de l'employeur, le temps de rechercher des candidats, ça prend du temps, c'est coûteux. Donc, il donne la mission à une ou plusieurs agences. Donc, les agences de recrutement, en général, n'ont pas l'exclusivité.
Et en général, les employeurs travaillent donc pas avec une vingtaine, mais en général, ils ont quand même 2, 3 agences de confiance avec lesquelles ils travaillent régulièrement. Et ces agences regardent donc dans leur fichier de candidature ou regardent dans les candidatures qu'elles ont reçues, proposent ensuite une liste de candidats à l'employeur. L'employeur décide alors lesquels des candidats il est intéressé à voir, va les convoquer en entretien et finalement va recruter ou non donc un des candidats ou une des candidates qui a été présentée. Et l'agence va toucher une commission basée sur le salaire annuel de la personne qui tourne autour des 20% sur le salaire annuel. Par contre, si l'employeur ne retient aucune des candidatures qui ont été proposées par l'agence, eh bien, l'agence ne sera pas rémunérée. Ensuite, on a vraiment la dernière tranche qui sont les chasseurs de tête ou les agences qui travaillent par approche directe. Donc, ce sont les agences ou des personnes qui vont à la recherche de candidats qui ne sont même pas ouvertement à la recherche d'un emploi. Et donc, ces personnes-là s'adressent surtout, c'est souvent des spécialistes ou des postes hautement qualifiés pour lesquels on engage un chasseur de tête qui peut très bien chasser en dehors de l'Europe, donc en international. Et les chasseurs de tête, eh bien, ils ont des rémunérations encore plus élevées qui vont de 30 à 35%. Et eux, en général, ils ont un contrat d'exclusivité parce qu'ils cherchent vraiment la perle rare. Ce qu'on a constaté au cours des dernières années, c'est qu'il y a quand même les vases ne sont plus complètement clos, mais donc il y a des agences intérimaires qui proposent aussi à leurs clients donc des contrats, donc ils demandent donc une commission. Comme il y a des agences de recrutement qui font aussi de l'approche directe. Donc, si vous êtes non cadre, je vous conseillerais vraiment de contacter une agence de recrutement. Peut-être pas une seule, mais 2, 3. Mais je ne conseillerais pas quand même d'envoyer vos candidatures à 20 agences différentes. Parce que c'est très embêtant aussi pour les employeurs de revoir le même CV à 2 ou 3 reprises via différentes sources. Alors en général, les employeurs, c'est first come, first serve, donc la première agence qui introduit donc la candidature, c'est en général celle qui reçoit la commission. Alors vous, en tant que demandeur d'emploi, en tant que personne en tant que recherche, comment est-ce que vous pouvez identifier une bonne agence? Donc, finalement, l'agence qui vous trouve un poste, c'est une bonne agence. Mais il y a des agences qui travaillent sérieusement, il y en a qui travaillent moins sérieusement. Donc, les agences sérieuses vont au moins avoir une discussion avec vous, vont éventuellement vous voir en entretien. Et surtout, ce qui est très important, en général, ils vont vous informer avant de transmettre votre CV. Donc, si vous contactez une agence, demandez-leur un peu comment ils fonctionnent et essayez aussi de voir, en regardant sur le site de cette agence, avec quel type d'employeur ils travaillent en général. Et il existe aussi un certain nombre d'agences qui sont spécialisées par rapport à certains profils. Alors, quand on parle de profils, quels sont les profils qui sont recherchés sur le marché et est-ce qu'il est possible de faire une candidature spontanée? Alors, la réponse est oui. Donc là, vous approchez la partie de l'iceberg qui est cachée. Mais ce qui est vrai pour les candidatures spontanées est aussi vrai pour les candidatures où vous répondez par rapport à une annonce. Il faut bien comprendre ce que les employeurs cherchent. Et les employeurs raisonnent en compétences.
Alors, il y a 2 voire 3 types de compétences qu'ils recherchent. Il y a les compétences techniques, qui sont vraiment les compétences en relation avec votre poste et votre métier. Donc, l'employeur va déduire vos compétences par rapport à vos formations initiales, formations continues, expérience professionnelle. Et dans votre CV, si vous décrivez votre expérience professionnelle, il est donc très important de faire le détail de vos responsabilités et des tâches que vous avez remplies pour que l'employeur puisse évaluer si ça correspond à ce qu'il cherche. Ensuite, nous avons les compétences génériques qui sont capacité d'organisation, esprit d'équipe, sens des responsabilités, résistance au stress. Donc, c'est les 4 termes que vous retrouvez toujours en bas des annonces. Et quand vous parlez, je suis souvent en discussion avec des employeurs, ces compétences-là deviennent de plus en plus importantes. Et on voit souvent que même si les candidats ont peut-être les compétences techniques, s'ils ne disposent pas de ces compétences personnelles, interpersonnelles, eh bien, ils vont quand même avoir du mal à se positionner sur le marché du travail. Alors, évidemment, il y a un certain nombre de ces compétences que vous pouvez prouver par votre expérience professionnelle, mais aussi un certain nombre que vous pouvez prouver par de l'expérience personnelle, ce qui veut dire être actif dans des associations, avoir des hobbies où vous êtes en contact avec d'autres personnes, surtout si vous n'avez pas beaucoup d'expérience. Donc, je vous donne un exemple, être président d'un club montre que vous avez des capacités organisationnelles, que vous avez des capacités de faire du teamwork, que vous savez prendre des responsabilités, que vous avez une certaine flexibilité. Donc, il ne suffit pas seulement d'avoir des bonnes expériences ou une bonne formation, il faut aussi avoir des expériences autour. Et n'oubliez pas donc de décrire aussi ces compétences dans votre CV. Donc le contact avec les clients, par exemple, les négociations, etc. Les compétences linguistiques, je les ai déjà mentionnées. Donc, indiquez bien si vous avez une bonne compréhension, si vous pouvez vous exprimer et à quel niveau vous savez vous exprimer. Et surtout, en ce qui concerne le luxembourgeois, en général, on ne va pas exiger que vous parliez de façon parfaite, mais le fait de bien comprendre le luxembourgeois, eh bien, c'est très typique. Vous êtes dans une réunion, les luxembourgeois vont parler luxembourgeois, les français vont parler français, mais ils vont se comprendre. Et la dernière chose, c'est donc comment vous allez pouvoir réussir. Eh bien, faites une candidature ciblée, soignez la qualité plutôt que la quantité. N'envoyez pas 100 candidatures en une journée parce que là, vous n'avez pas fait la qualité. Préférez n'envoyer qu'une ou 2, mais renseignez-vous sur la société. Envoyez une lettre de motivation ciblée et surtout continuez à vous former et continuez à vous développer. Et là-dessus, je vous souhaite une bonne chance dans votre carrière ici au Luxembourg. Merci. Diane, un grand merci en tout cas pour cette intervention qui était très claire, très argumentée en tout cas et du coup très complète, on va dire, puisqu'on est passé effectivement des agences de recrutement à la compétence générale de la personne, en tout cas qu'est-ce qu'elle doit présenter. Donc je pense qu'on a bien fait le tour du marché de l'emploi, en tout cas au Luxembourg. C'était très intéressant pour quelqu'un comme moi qui suit de l'extérieur. J'ai appris plein de choses. Du coup, je me demande si je vais pas aller regarder ce qui se passe un petit peu au Luxembourg. Voilà, je suis déjà venue plusieurs fois et c'est vrai que c'est un très beau pays, en tout cas, et ça donne envie d'aller travailler au Luxembourg. Merci beaucoup, en tout cas, d'être intervenue sur ce salon. Vous étiez notre dernière intervenante des workshops de ces 2 jours, qui ont été très riches également. On a appris plein de choses, on a vu plein de choses. Il y a Laetitia qui dit que c'est un excellent résumé du marché luxembourgeois, qui vous remercie.
En tout cas, voilà. Et voilà. En plus, l'avantage, c'est que votre post, enfin, en tout cas, votre workshop, on peut le revoir en replay à partir de lundi. Donc, pour toutes celles qui n'ont pas pu le suivre, ben, elles pourront le re-regarder de nouveau. Et c'est vrai qu'on apprend plein de choses. Donc, en tout cas, merci beaucoup. On vous retrouve sur la page de Salon Professionnel s'il y a des personnes qui veulent entrer en contact avec vous directement si elles ont des questions. En tout cas, voilà. Et je vous souhaite une bonne soirée. Vous voulez rajouter peut-être quelque chose? Une bonne soirée, bon week-end à tout le monde. Et puis, encore une fois, merci beaucoup pour votre patience et votre courage de m'écouter comme ça à la fin de la journée. Merci beaucoup. À très vite. Au revoir.